Merci de faire confiance à Congo Buzz. C'est parti pour la grande tribune de ce mercredi 30 août 2023. Comme vous le savez, l'actualité qui marque la matinée d'aujourd'hui en Afrique centrale, c'est ce coup d'État au Gabon. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, après avoir été réélu avec 64% des voix, a été destitué par des militaires qui ont suspendu toutes les institutions et annoncer les débuts d'une phase transitoire. C'est la grande actualité qui secoue l'Afrique centrale ce matin. On ne sait pas quel est l'avenir actuellement du président Bongo. On n'a pas suffisamment communiqué sur cette question, mais les heures qui suivent seront beaucoup plus déterminantes. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Buzz Télévision. Je suis avec 3 invités sur ce plateau avec qui nous allons échanger sur une question principale, une question qui se trouve importante dans plusieurs constitutions du monde. Et c'est la question de la nationalité. Beaucoup de pays sont aujourd'hui favorables à la double, voire la triple nationalité. Mais il y a encore quelques pays qui sont réticents face à cette question. En Afrique, il y a 3 pays qui sont rigides sur cette question. Le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Malawi, où la nationalité est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre. Il y a aussi d'autres pays qui sont un peu ou moins souples, mais la nationalité reste quand même une également. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, l'Ouganda, l'Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Togo ou le Zimbabwe. Ici, la double nationalité est acceptée, mais sous condition. Voilà. Mais les autres pays restants en Afrique permettent la double nationalité, voire la triple. Ce n'est qu'une partie infime des pays africains qui sont encore sous cette bannière-là. Alors, en Europe, 3 pays seulement. Il y a le Pays-Bas, l'Espagne et la Norvège qui sont sur la question de l'unicité de la nationalité. Alors, pourquoi est-ce que... Quel est l'avantage? Quels sont les désavantages de cette disposition constitutionnelle? On va le voir avec les invités dans cette émission Grande Tribune de ce mercredi 30 août 2023. Je l'ai dit, 3 invités. Bien, on le connaît souvent comme avocat de M. Edouard Manga-Tchouchou, mais c'est un avocat, un scientifique, une personne qui aussi est sur des questions importantes. Maître Thomas Gamakolo-Mpoutou qui est avec nous sur ce plateau. Maître, ça fait un moment que vous n'avez pas été ici chez moi. J'espère que ça va. Oui, ça va. Et je suis très heureux de retrouver le plateau parce qu'ici, nous rentrons dans nos réflexions habituelles sur des sujets importants qui concernent la vie nationale, politique ou sociale. Et nous sommes très heureux de contribuer à la réflexion en tant qu'intellectuel, en tant qu'analyste, de tout ce qui peut toucher à la vie de nos compatriotes ou même de la nation, puisque c'est nous en fait, c'est nous. Nous sommes aujourd'hui à l'âge où nous sommes dans l'âge de la décision. Donc le pays ne peut pas décider, sans nous. Donc nous devons apporter un peu notre lot au moulin. Comment va M. Thomas Manga-Tchouchou? Il va bien? On ne peut pas aller bien en prison. Il ira bien. Il ira bien. Une fois que sa situation va s'éclaircir. Mais en prison, l'horizon en prison est toujours un peu plus ou moins sombre. L'horizon est toujours plus ou moins sombre. Maître Freddy Mamba, merci et bienvenue dans Grande Tribune également. Merci de m'avoir invité et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs mordus de cette grande tribune qui nous suivent de partout à travers le monde. Et pourquoi ne pas remercier aussi le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné justement des souffles de vie, d'autant plus qu'il a dit dans sa parole que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque de 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et jusqu'à partager l'âme et puis jointure et moelle. Elle juge elle juge, n'est-ce pas, comme on dit, elle juge comment on dit, les pensées du cœur, vous comprenez. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, là nous sommes dans Hébreux 4:12. Vous comprenez, Hébreux 4:12, et j'espère que tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout vont tirer la substantif
la substantifique moelle, n'est-ce pas, de cette émission, pour ne pas dire, n'est-ce pas, l'essentiel du contenu des débats du débat de ces jours. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba. Il est vraiment un permanent de Grande Tribune. Il est toujours, il nous soutient énormément dans cette émission. Merci beaucoup. Nous vous sommes grés pour ces soutiens, cet apport important. Nous sommes toujours au service de la population. Voilà, c'est cela. Maître Bamanaï, Maître Guy Bamanaï, merci toujours aussi d'être présent pour répondre à notre invitation. Hein. Chaque fois qu'on vous appelle, vous êtes toujours présent. En tout cas, c'est un plaisir, un immense de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup Danzeng pour l'invitation, une énième invitation. Merci à votre chaîne ainsi qu'à toute l'équipe technique qui vous accompagne. Je en profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs qui sont aussi des confrères qui sont avec moi sur votre plateau. Je salue mon épouse et ma femme. Je salue tous les Congolais, tous les compatriotes qui sont ici en République démocratique du Congo, même ceux qui sont à l'étranger, et aussi particulièrement, si vous voulez bien singulièrement, ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, dans les zones occupées par ces envahisseurs de Rwandais et qui se sont présentés sous les labels de M23. Nous disons que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil de la justice, qui est la lumière, finira toujours par se lever. Et ces coins seront pacifiés. Les Congolais vont retrouver leur quiétude et la paix de vivre, la joie de vivre dans sur la terre de leurs ancêtres. Mais je clôt mon propos de tout à l'heure en saluant le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui jette beaucoup de fleurs pour des prouesses et surtout de grandes réalisations qui sont aujourd'hui à la portée et au vu du. D'accord. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Nous saluons également le premier des citoyens congolais, le président Tshisekedi, partout où il nous suit. Merci aussi à tous les opposants, hein, tous ceux qui sont acteurs politiques dans ce pays. Nous vous saluons tous. Congo Buzz, c'est une maison qui est au centre. On n'a pas de tendance politique, mais on soutient voilà, notre pays. Merci beaucoup d'être avec nous. Je me rappelais les règles de cette émission. Respect de l'heure, respect de votre timing, respect de votre co-débatteur. Pas d'attaque personnelle, pas de considérations personnelles. En tout cas, restons dans le débat, restons sous les sujets. C'est le sujet qui nous réunit ici et rien d'autre. Allez, on va lancer rapidement le sujet. Pas de biscuits parce que le sujet est important. Nous l'estimons très important et on ne va pas perdre de temps dans les biscuits. Rapidement, la question de nationalité, j'ai planté le décor. Tantôt, c'est, voilà, plusieurs pays sont déjà dans la question de double, triple, voire quadruple nationalité. Mais quelques pays restent encore dans ce carcan. On ne va pas dire carcan, mais dans cette disposition. Bon, mauvais, avantages, désavantages. Pourquoi y rester? Je commence avec qui? Bon, Maître Kamakolo, à vous la parole. 5 minutes. Quelle est votre appréhension, votre compréhension de cette question? Qu'allez-vous dire à propos? Bon, personnellement, je dois dire directement d'entrée de jeu que je suis favorable. Je suis favorable plutôt à l'acceptation de la double nationalité. Je considère que maintenir le principe de la nationalité inexclusive tel que posé dans la Constitution a fait son temps. Peut-être cela a été dans un moment de notre histoire sociopolitique utile, mais encore que je me demande toujours à quoi. Pourquoi je le dis? Parce que je me dis, quelque part, ce n'est pas réaliste. Cela maintient un grand nombre de Congolais dans une situation de fraude. C'est pas réaliste. Pourquoi? C'est pas réaliste parce qu'il y a d'abord, nous sommes un pays qui est entouré de 9 voisins. Et dans tous les coins de notre République, vous allez constater qu'il y a des populations de part et d'autre. La manière même dont notre pays a été constitué, c'est un pays multiculturel. Dans le sens qu'on est parti de plusieurs ethnies éparses, de plusieurs tribus éparses qui n'avaient rien de commun entre eux et on a dessiné un territoire qui les a regroupés. Et ces gens ont
de façon arbitraire, étaient séparés, pour certains même de leurs membres des familles qui se sont retrouvés nationaux d'autres pays. Et c'est vrai, c'est l'ensemble de nos 9 frontières. Voyez-vous, et quand on constitue les patrimoines humains... Ça veut dire qu'à l'indépendance, il y a des tribus qui se sont retrouvées les unes dans un pays, les autres dans d'autres pays. C'est comme ça, c'est vrai. Et c'est un fait que mes co-débatteurs ne vont pas certainement démentir, puisqu'ils sont de la même racine que moi, sur les plans de la formation. Donc ce qui est vrai, ce que je voulais dire, c'est que dans toutes nos frontières, il y a des populations de part et d'autre. Dans nos frontières, il y a des populations de part et d'autre. Non seulement cela, à l'intérieur même de notre pays, lorsque le Congo devient Congo démocratique, c'est-à-dire il y a une succession d'États entre l'État colonial et l'État post-colonial, il y a un patrimoine humain. Quand je dis patrimoine humain, c'est-à-dire qu'il y avait même des personnes qui n'étaient pas européens, mais qui étaient déjà considérés comme ressortissants du Congo belge, qui étaient indiens, qui étaient pakistanais, qui étaient juifs, et qui pour eux, ici, c'était leur patrie. Ils étaient donc avec nous, puisqu'à ce moment-là, l'appartenance à la nation était une construction sociopolitique, parce que la nationalité est une construction, en réalité, qui est sociopolitique. Bien que c'est vrai, il y a des rattachements sur le plan sociologique, au niveau des ethnies, au niveau des tribus, mais d'abord, c'est une construction. On construit les vouloir vivre ensemble. Et on avait déjà construit cela, et quand on hérite, on a un patrimoine humain. Nous avons déjà élagué un grand nombre de ces patrimoines humains en remettant comme critère d'appartenance au pays l'ethnie et les territoires, la tribu et les territoires. Il y a par exemple tous les Grecs qui étaient congolais belges ou belges des colonies qui n'avaient plus les droits, mais qui avaient fait des enfants avec des Congolais. Il y a des Juifs qui ont fait des enfants avec des Congolais. Vous connaissez par exemple la femme de Pinga Kassenda, si vous avez bonne mémoire, pour ceux qui sont des anciens, ils savent, il a même, je crois, été un moment même Premier ministre, je ne sais plus très bien. Et c'était une Juive. Son papa, Aladef, qui était propriétaire d'African Leaks, tout ça, l'a fait avec, je crois, Moulouba. Vous comprenez que quand il y a déjà des gens comme ça, des mariages mixtes, quand il y a des mariages mixtes, quand il y a cette situation que j'ai suivi un analyste politique qui avait dit, je ne vais pas citer son nom, il avait dit qu'il est favorable à l'ouverture de cette question, qui est la double nationalité, voire la triple nationalité, mais qu'on limite ça aux États qui ne sont pas, comment dire, frontaliers de la RDC, qu'on aille aux États qui sont frontaliers de la RDC pour éviter une question d'agression, pas d'agression, mais d'infiltration ou d'usurpation de la nationalité congolaise. Je ne sais pas si c'est une mauvaise idée. Moi, en tout cas, je ne souffre pas de l'infiltrite. Je crois que les États qui souffrent de l'infiltrite sont des États faibles. Parce qu'ici, il y a un État dans le monde qui est le plus infiltré, c'est les États-Unis. L'armée américaine, c'est l'armée où vous trouvez des Chibangu, des Kalala, des Mutombo, des Mputu, de tout. Donc si on doit considérer que c'est l'infiltration, c'est le fait qu'il y a des gens qui viennent, c'est-à-dire que les pays les plus infiltrés, en réalité, c'est les pays les plus puissants. Puisqu'il y a des pays mono-ethniques comme le Japon, qui n'ont pas d'infiltration, mais qui ne sont pas plus puissants que des pays comme les États-Unis. Moi, je me dis, à un moment, il faut qu'on sorte de cette peur de l'autre. Je crois que la peur fait que nous refermons sur nous. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est même pas vrai que tous ces gens qui disent qu'ils ont seulement la nationalité congolaise l'ont. Puisqu'il y a des gens qui ont des enfants aujourd'hui qui sont nés aux États-Unis, qui ont d'office la nationalité américaine, mais quand ils viennent ici à l'âge adulte, ils se disent qu'ils sont congolais. Ça ne va pas vous choquer de voir quelqu'un qui n'est pas, qui a la nationalité, par exemple, angolaise ou zambienne, cette personne congolaise devient en même temps président de la République ou ministre de la Défense. Ça ne vous gênera pas? Est-ce que moi-même je serai président de la République pour que ça? Non, c'est une question que je pose. Attendez, je vais vous dire une chose. Il y a très peu déjà d'abord qui deviennent président de la République. Moi, je ne peux pas fonder ma conception de la nationalité sur cette fonction, puisque déjà, sur les 60 millions, il n'y a qu'un seul président. Au moment où on fait des remercier le chef de l'État, c'est lui seul le président. Est-ce que combien de gens croient vraiment qu'ils seront présidents de la République avant leur mort? Et même combien de gens même en rêvent? Il faut toujours enlever d'abord cette question du président, parce que le président n'est pas la somme totale des Congolais. Il faut voir les développements, ce que ces gens peuvent apporter.
Moi, je pense que lorsque un pays est plural comme le nôtre et qu'il peut se gargariser de sa diversité culturelle, de sa multiculturalité, et déjà que ce n'est pas vrai qu'il y a réellement... Cela ne s'applique même plus vraiment dans la réalité. Parce que j'étais en train de vous dire qu'il y a beaucoup de fraudes en cette matière qui sont possibles à partir seulement du fait qu'un Muzombo, ici chez nous, c'est un Mbata. 5 minutes. Ici, il vient chez son oncle Mbata. Merci. Qui va dire qu'il est angolais, qui même saura. Merci beaucoup. On comprend que pour vous, l'ouverture de cette question va favoriser le développement, l'inclusion. Merci beaucoup. Maître Fedi Mamba, votre point de vue à ce sujet. Favorable ou défavorable? Bon, moi, je pense que je préfère d'abord commencer par planter les décors, c'est-à-dire commencer par expliquer les différentes lois qui sont passées, qui ont été élaborées dans notre pays, des lois en rapport avec la nationalité congolaise. C'est très important. Et de définir d'abord la nationalité aussi, c'est quoi? En me basant justement sur un notaire que je préfère citer ici, Yven Biffelon Lanor, qui a défini la nationalité comme l'appartenance juridique et politique d'une personne à une population d'un pays. Vous comprenez? D'un pays. L'appartenance juridique d'une personne, l'appartenance juridique et politique d'une personne à une population d'un pays. D'un pays. Oui, appartenance juridique et politique d'une personne à une population d'un pays. Ça, c'est Yven Biffelon Lanor qui a défini la nationalité de cette manière. Nous avons commencé d'abord avec les textes, un texte qui est relatif à la nationalité, le texte du 27 décembre 1892. Ouais. Là, nous sommes à l'époque de l'EIC. Ce texte de 1892, à l'époque de l'EIC, a été remplacé par les textes du 18 septembre 1965. Et le texte du 18 septembre 1965 a été aussi remplacé par la loi numéro 72002 du 5 janvier 1972. Et puis, la loi du 5 janvier 1972 a été remplacée aussi par la loi du 29 janvier 1981. La loi 81002 du 29 janvier 1981. Vous comprenez? Et cette loi du 29 janvier 1981 a apporté un certain nombre d'innovations. Vous comprenez? Et la première innovation, c'était d'abord la nationalité, parce qu'elle prévoyait qu'il faut que la nationalité soit une et exclusive. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'était qu'une maman, une mère congolaise pouvait transmettre la nationalité congolaise à son fils par filiation. Et la troisième, on pouvait acquérir la nationalité par la grande naturalisation et la petite naturalisation. Une nationalité, il y avait la possibilité de perdre la nationalité par option express, par une épouse qui épouserait un étranger. Et maintenant, l'autre innovation, qui est une innovation à problème, c'est le caractère strict de la demande individuelle de la nationalité. Parce qu'en fait, la loi de 1981, qu'est-ce qu'elle a fait? La loi de 1981 a aboli l'octroi collectif de la nationalité à certains étrangers établis en République démocratique du Congo. La loi de 1981. Elle a aboli, n'est-ce pas, l'octroi collectif de certains étrangers établis sur les territoires de la République démocratique du Congo. Quelle population établie? De certains étrangers établis sur... Mais suivez mon regard. Avancez. Je suis en train de parler, vous connaissez tout le problème des nationalités que nous avons connu dans ce pays. Vous comprenez? Suivez mon regard. On a aboli l'article 15 par cette loi de 1981. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, nous sommes à la loi 004 du bar 020 du 12 novembre 2004. Cette loi qui nous régit en fait aujourd'hui. Maintenant, cette loi qui nous régit aujourd'hui, la loi du 12 novembre, parce que, comme vous le savez bien, 2004. Notre constitution, c'est la loi de 2004, la loi organique de 2004 qui nous régit actuellement, la loi organique sur la nationalité, c'est celle qui nous régit actuellement. Et c'est une loi organique qui vient en fait compléter l'article 10 de notre constitution. Comme vous le savez bien, parce que dans l'article 10 de la Constitution, on vous a dit les conditions, on a fixé les conditions pour devenir, n'est-ce pas, congolais. Cette loi-là dit quoi? L'article 10 de notre Constitution nous parle, qui dit qu'un Congolais d'origine, une personne appartenant au groupe ethnique, n'est-ce pas,
appartenant au groupe ethnique dont les personnes et territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, ce qui constituait ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Vous comprenez? Au groupe d'ethnique constitué ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Ça, c'est très, très, très important. Oui. C'est que j'aimerais insister d'abord sur le fait que la loi là, de 2004, elle a été élaborée dans quel contexte? Nous étions à Sand City. Vous comprenez? Les délégués de Sand City ont décidé, pour mettre fin à la fracture sociale créée par, n'est-ce pas, la question de la nationalité, à l'effet, n'est-ce pas, d'établir une coexistence pacifique entre toutes les couches de la population sur l'ensemble du territoire national, ont décidé, n'est-ce pas, sur la base d'une résolution 03, une résolution, cette loi-là a été adoptée sur la base de cette résolution du dialogue inclusif de Sand City. Vous comprenez? Dans cela, il y a ce qui a été prévu, c'est la loi, c'est-à-dire l'acquisition de la nationalité par appartenance. Ok. L'acquisition de la nationalité par appartenance. C'est cela qu'on vous dit, parce que comme vous le savez bien, la nationalité se détermine de deux façons. Vous avez les jus soli et les jus sanguinis. Et ça, c'est la nationalité congolaise par acquisition et la nationalité congolaise par d'origine, 30 secondes, qui s'acquiert par acquisition. La nationalité d'origine, là je suis en train de parler de la nationalité par filiation d'abord, la nationalité par présomption de la loi, et en fait la troisième nationalité c'est, vous avez la nationalité, je disais, par filiation de la loi, la nationalité par présomption de la loi, et toujours la loi Je vais revenir à vous pour le deuxième tour de parole. Vous allez certainement aller dans les détails. Vous allez vous expliciter pour que la population puisse vous comprendre. C'est très important ce que vous dites. Ça, nous avons compris déjà, Maître Freddy. Le principe de l'émission, c'est le respect du temps et aussi le respect de vos co-débatteurs et aussi du médiateur que je suis. Voilà. Merci beaucoup, Maître Freddy, pour cette entrée en la matière. Vous allez aller en détail au deuxième tour de parole sans faute. Maître Bamanaï, votre avis à ce sujet? Favorable ou non? Merci beaucoup, Dan. Moi, j'aimerais bien donner lecture de cette disposition de la loi, qui est l'article 10, qu'a évoqué tout à l'heure mon co-débatteur ici. J'aimerais revenir en redonnant lecture, si vous me permettez. Donc, l'article 10 de la Constitution dit ceci: la nationalité congolaise est inexclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Je m'excuse. D'acquisition individuelle. Et congolais d'origine. Toute personne appartenant aux tribus et ethnies dont le personne et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Dan, j'ai suivi avec beaucoup d'attention, vous allez m'excuser, mes co-débatteurs tout à l'heure. Je pense que cette question de la nationalité soulève beaucoup de tollés dans notre pays. Chacun veut donner sa contribution. Les scientifiques ont une position, quand bien même que les scientifiques aussi, à leur tour, ils sont aussi divisés. Vous comprenez? Les politiques n'en parlons pas. Les citoyens lambda donnent aussi sa lecture sur la question. Mais tout à l'heure, je suivis mes deux co-débatteurs. Maître Thomas a dit que c'est une question qu'il ne faut même pas aborder puisque ça ne sert à rien, la question de la nationalité ou de plusieurs nationalités. C'est une question qu'on ne peut pas aborder. Ce n'est pas un problème en soi. Il a dit qu'il était favorable qu'on puisse... donc, disons, accéder à 2, 3, 4. À 2, 3, 4, donc devenir plurinational, ou si vous voulez bien voir plusieurs nationalités. Et il a donné l'exemple des États-Unis ici. Il a dit que s'il y a un pays qui a été infiltré et plus que tous les autres, il a parlé des États-Unis. Mais moi, je pense qu'ici, nous ne devons pas comparer l'incomparable. Pourquoi? Les États-Unis, une très grande nation composée de 50 États, si vous voulez bien,
Il y a eu d'abord les peuples originaires qu'on a trouvé là-bas. Nous avons les Incas, les Mayas, les Aztèques, tout ce que vous connaissez. Et il y a eu les envahisseurs européens qui sont arrivés là-bas. Nous avons les latino-américains, nous avons les esclaves africains qui ont été amenés là-bas, qui aujourd'hui constituent ce qu'on appelle la communauté noire africaine, mais qui aujourd'hui n'ont plus des repères en Afrique. Donc ce sont des Américains à part entière, à part entière. Mais à vous comprendre, vous êtes plutôt contre. Je suis contre. Je suis contre pourquoi? Parce que toutes ces nationalités, ou bien toutes ces personnes qui ont été acceptées au sein de l'État américain, qui ont acquis la nationalité congolaise, beaucoup n'ont pas aidé les États-Unis. L'exemple est de Ben Laden. Ben Laden, c'est un citoyen d'origine, c'est un citoyen d'origine saoudienne, mais qui avait acquis la nationalité américaine et qui a évolué pendant un certain moment aux États-Unis. Vous comprenez? Oui. Et donc même la famille d'un des dirigeants, quand je parle de dirigeants, donc l'un des présidents américains était en train de gérer les biens de la famille Ben Laden. Mais ce monsieur plus tard nous a prouvé qu'il avait ses racines ailleurs. Et lorsqu'il fallait attaquer les États-Unis au nom d'une certaine religion à laquelle il appartenait, au nom de certains intérêts, il n'a pas hésité de le faire. Pas plus tard que chez nous ici au Congo, même si mon co-débatteur de droite n'a pas voulu les citer nommément, nous avons le Rwandais que nous avons accepté ici. Parmi les différents textes qu'il a cités ici, depuis le Congo belge, disons, avant l'indépendance, jusqu'au fait maréchal Mobutu, jusqu'en 2004, il y a eu un texte qui était en train de donner une nationalité collective. Cette proposition du professeur Ndayouel qui a dit, je le cite finalement, oui, qu'il est favorable à ce que la nationalité soit donnée à tout le monde, mais sauf aux pays qui sont frontaliers. Non, moi je pense que il ne faut pas se précipiter de faire quelque chose parce que les autres l'ont fait. Il a cité pas mal, beaucoup de pays qui sont prêts à accorder maintenant plusieurs nationalités à leurs citoyens. Moi je pense que nous, la RDC, nous ne sommes pas encore prêts. Nous sommes encore un État fragile. Nous avons été infiltrés. Nous avons vu les conséquences de cette infiltration, que ce soit sur le plan social, politique, économique et dans toutes les dimensions de notre vie congolaise. L'exemple le plus éloquent, c'est le voisin rwandais qui nous a foutu la merde, qui nous a foutu la trouille depuis plusieurs années, depuis je dirais maintenant près de 3 décennies. Nous en avons payé le prix. Le Congolais a été tué comme des petits rats, sans atermoiement et sans regret. Merci beaucoup, maître Bamana et Eric Gamakolo. Je vous donne la parole aussi. Voilà, vos deux co-débatteurs sont contre tous les deux apparemment. Mais maître Fodi ne s'est pas vraiment prononcé. Il est pour ou contre, mais il a été plus dans la... Bon, c'est-à-dire quoi? Je vais compléter, je vais éclaircir. Je ne sais pas pourquoi vous dites que lui il est contre, parce que moi je l'ai suivi. Je n'ai pas dit qu'il est contre, mais son développement était beaucoup plus scientifique. Comme il avait promis, il veut d'abord poser la base sur le plan juridique avant de donner son point de vue. Il va s'exprimer. Bon, sinon je serai toujours avec des personnes contre moi. Faut pas, il sera peut-être l'élément au milieu qui serait un peu neutre. Central. Mais pour répondre à la préoccupation, disons, d'abord avant d'avancer, j'aimerais répondre à Maître Bamanaï que en fait, c'est mythe qui consiste à penser qu'il n'y a que des personnes à double nationalité qui peuvent causer du tort au pays. Je crois que nous devons l'abandonner tout simplement. Parce que je peux citer beaucoup d'Américains. D'ailleurs, au sein même des États-Unis, il y a des groupes des Américains qu'on appelle des extrémistes qui luttent contre l'État. Des skinheads, des extrémistes de droite et qui se préparent un jour même à attaquer les États-Unis si jamais le gouvernement voulait réduire. C'est-à-dire que le problème de la nationalité, c'est au niveau des critères. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ces feelings, il faut qu'il y ait, c'est vrai que c'est un lien juridique, parce que ça crée des devoirs et des droits réciproques entre un État et son pays, un lien de rattachement. Mais ces critères de rattachement sur le plan international ont été définis. C'est soit le lien de naissance,
soit les liés, les liés de résidence, des résidences, de naissance, donc les sangs, parce que tu es né d'un parent à un endroit, les liés de naissance, les liés de résidence, ou encore, comme il a dit, les liés de sang. Mais si ces critères qui sont internationalement reconnus dans des conventions, parce qu'il y a une commission des droits internationaux des Nations Unies, rien que sur cette question de nationalité, parce qu'on est contre la patridie. Vous voyez, avec ces histoires de succession d'États, des États qui étaient coloniaux, avec un patrimoine humain qui est succédé par un autre État, il ne fallait pas qu'il y ait des populations qui soient en déshérence. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle il y a cette internationalisation de la question de la nationalité, parce qu'on sait que c'est une question qui est explosive, qui peut être même plus explosive que tous les volcans de l'Est réunis. Donc si nous voulons la paix, elle doit s'appliquer à tous les États de manière uniforme. C'est-à-dire chaque État prend des lois organiques, mais en tenant compte de ces critères. Soit vous choisissez les liens de sang seulement, soit vous choisissez l'appartenance, les liens de naissance, comme par exemple, je donne l'exemple, un enfant qui naît aux États-Unis, il est américain d'origine. Vous comprenez? Les droits, nous ici, les droits à la nationalité, comment dirais-je, congolaise d'origine, est fondé sur les critères d'appartenance ethno-tribale. C'est là la problématique. Les lois qu'il a données, il a donné un décret royal du roi Léopold II de 1892. Ces décrets royaux ne posaient pas le problème d'appartenance à une ethnie. Ce n'était pas les critères de la nationalité dans cette loi, la première qui avait fixé la nationalité congolaise, ce n'était pas ethno-territorial. C'était seulement les liens, le fait de naître au Congo. Tout celui qui naissait au Congo était congolais. C'était comme ça. C'est plus tard, quand vous parlez de 1908, vous en 1981 où il y a eu... C'est là maintenant que quand on accède à l'indépendance, on n'a pas seulement les territoires, parce que qu'est-ce qui constitue un État? C'est les territoires, c'est les gouvernements, si je crois, de façon et la population. Mais quelle est la population que nous avons héritée à l'indépendance? C'est ça le problème. Toutes ces populations ont droit à la nationalité congolaise d'origine, puisque lorsqu'un État succède, les règles internationales fixent que lorsqu'un État succède à un autre, il ne prend pas seulement les territoires, il ne prend pas seulement la gouvernance. Je n'ai pas fait 5 minutes, je pense. Non, je ne vais pas arrêter. On ne prend pas seulement la gouvernance, mais on prend aussi la population. Le Congo a hérité aussi d'un patrimoine humain. Et j'étais en train d'expliquer ici que ce patrimoine humain, c'est une tricherie. Dès le moment où vous faites des lois, à partir de 72, à 71, on a fait une loi qui fait qu'on fixe les critères. D'abord en 64, on a fixé les critères de des droits à la nationalité congolaise d'origine. On a fixé comme critère l'appartenance ethno-territoriale ou tribalo-territoriale. Déjà à partir de ce moment-là, on exclut une grande partie des Congolais qui pouvaient être très utiles au pays. On avait des physiciens ici qui étaient européens mais congolais. On avait des Indiens qui faisaient des affaires, des Grecs. Donc déjà ils sont exclus parce qu'on va leur dire où est votre territoire, où est votre chef coutumier. C'est déjà, nous avons voulu faire coïncider notre indépendance avec la récupération de sa population historique éparse. Et à partir du moment où nous le faisons, c'est ça l'erreur justement que nos lois ont fait. En le faisant ainsi, nous acceptons de rentrer à l'époque du Congo précolonial. Or, à l'époque précoloniale, le Congo n'existait pas en tant que pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça signifie que nous sommes nous-mêmes en train de creuser ce qui va causer le miettement du pays. Parce que dès le moment où nous ne voulons pas que la nationalité soit une construction politique et sociale, les Belges ont construit un patrimoine humain jusqu'à 60, que nous n'avons pas voulu hériter. Alors, on a seulement hérité du territoire que les Belges ont tracé. On a hérité des gouvernements, des postes politiques. Mais maintenant, quand il s'agit d'hériter de la population, on dit non. Quelle est votre ethnie, quelle est votre tribu, quelle est votre ceci? C'est bon, mais en termes de loi, si vous deviez faire une proposition en termes de loi pour rétablir tout ça et permettre à la RDC finalement de se développer, quelle loi proposerez-vous au Congo? Tout d'abord, avant de répondre, je vais dire à ce qu'il a dit, on n'a jamais accordé la nationalité collective aux gens. Parce que les gens dont vous parlez qu'ils étaient nationales, une minute, à qui vous disiez qu'on a accordé la nationalité collective, c'était des gens qui étaient déjà sociologiquement et politiquement ancrés au Congo. Et nous avions eu l'indépendance ensemble
en principe, avec la situation d'État, les problèmes de nationalité ne devaient même pas se poser. C'est pourquoi ils ne l'ont même pas demandé. Comment on pouvait dire qu'on a accordé la nationalité collective? Est-ce qu'ils l'avaient demandé où? C'était une reconnaissance d'un fait sociologique, d'un fait politique préexistant à cette loi-là. Cette loi-là a tout simplement, en quelque sorte, consacré une réalité sociopolitique qui s'imposait. On a accordé à personne. Et c'était pour faire taire justement les ethno-territorialistes qui voulaient fonder la nationalité par des critères ethniques. Parce qu'on a vu, dès qu'on a fait ça, on a dit on risque de les attaquer. Ouais. Bon, si je chute dans 30 secondes, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été d'accord. Parce que même la loi là de 72, de 71, de 72, je crois, novembre de 72, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tous ceux qui sont ressortissants de Rwanda au Burundi et qui sont arrivés au Congo avant le 1er janvier 1950 sont réputés congolais. Le terme répité, ce n'est pas le terme attribué. On ne leur attribue pas. Quand on répite, c'est-à-dire on constate qu'il y a déjà cette nationalité de fait. C'est comme une possession d'État de la nationalité congolaise. Ce n'est pas comme si on leur attribue. C'est une reconnaissance d'un fait. Ce n'est pas une création d'un fait, mais on reconnaît un fait qui existait déjà. Ce n'est pas une attribution. Et la loi de 81 est une catastrophe. C'est le socle de nos guerres actuelles. Très bien, on y reviendra. L'heure c'est l'heure, respectons l'heure, mais s'il vous plaît, je ne veux pas que nous puissions orienter le débat sur une population donnée, sur une question donnée. Moi je veux qu'on reste généraliste, qu'on reste dans les principes, qu'on ne parle pas de l'histoire des... parler de populations d'un certain pays qui ont été déportés ou qui ont été là, qu'on a exclus. Je ne veux pas qu'on reste sur cette question-là. Je veux qu'on puisse ouvrir cette question. Pourquoi pas parler des Espagnols congolais? Pourquoi parler des Indiens congolais? Pourquoi pas? Je veux qu'on puisse ouvrir, s'il vous plaît. Qu'on ne reste pas sur une question donnée, parce que ce genre de débat, on l'a déjà fait plusieurs fois. Je veux qu'on puisse ouvrir. Maître Freddy, vous aviez planté le décor. Je vous donne la possibilité de poursuivre maintenant. Non, ce que moi je veux dire, c'est que quand je dis accorder la nationalité, parce qu'on est congolais de par la loi. C'est la loi qui fixe les conditions pour qu'on dise que vous êtes congolais. Et c'est la loi de 1962. La loi que j'ai évoquée ici du 17 septembre 1982 qui a accordé la nationalité collective. C'est dans son article 15, n'est-ce pas? L'article 15 de cette loi de 1972, n'est-ce pas? Qui a accordé la nationalité congolaise à certains Congolais, à certains étrangers établis en République démocratique du Congo. Il dit à certains Congolais. À certains étrangers établis en République démocratique du Congo. Non. Cette loi de 1972. Mais c'est repris encore d'une autre. Mais quand il est en train même de réfuter le fait qu'on ne peut pas parler de l'appartenance à un groupe ethnique, mais c'est ce qui a été même décidé à Sun City. Par les mêmes personnes qui sont censées être, je ne sais pas moi, ostracisés en République démocratique du Congo, qui ont plaidé à ce qu'on puisse avoir aujourd'hui des Congolais qui sont d'origine par appartenance. La notion de la nationalité d'origine par appartenance a été introduite par la loi qui est issue, qui a été conçue sur la base, n'est-ce pas, des résolutions du dialogue global et inclusif de Sun City. Et vous savez vous-même les rôles qu'a joué, je ne sais pas moi, certains étrangers que j'appelle à l'époque des étrangers qui étaient établis en République démocratique du Congo. Ce sont eux qui ont voulu qu'on dise toute personne appartenant au groupe ethnique qui constituait ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Vous comprenez? Depuis 60. Depuis 60, c'est ça. Parce qu'à partir de cette incise-là, ils pouvaient se retrouver par rapport à la nation. C'était pour résoudre en fait les problèmes qu'il y avait de ces peuples-là qu'on a introduit la notion de la nationalité par appartenance. Et c'était en fait, nous sommes revenus à ce qui a été prévu en 1972 dans l'article 15 où on octroyait de façon collective la nationalité congolaise. Vous comprenez? Donc c'est ça, à Sun City. On est revenu encore à cela, mais sous une autre forme. À Sun City, on a accordé la sous une autre forme. À beaucoup d'étrangers, gars. Donc, quand on dit groupe ethnique, une personne, dont les personnes et territoires constitués
ce qui est devenu République. le Congo à l'indépendance. Vous comprenez? Ça, c'est une façon, parce que ça n'existait plus dans la loi. La loi, je vous ai parlé de la loi de 1981, qui a parlé du caractère strict de la demande individuelle de la nationalité congolaise. Maintenant, ce caractère strict de la demande individuelle de la nationalité congolaise n'avait pas plu. N'avait pas plu à plusieurs personnes. Parce que dans cette loi-là, je vous ai parlé des innovations qui ont été apportées dans cette loi-là, qui ont fait en sorte qu'on puisse abolir l'article 15 de la loi du 17 septembre 1972. Le problème ici, j'aimerais maintenant insister sur le fait que le problème ici, ce n'est pas que si on a une double nationalité, c'est alors qu'on ne saura pas, je ne sais pas moi, gérer mieux le pays parce qu'on a une double nationalité. Non. Quand on parle de la double nationalité, ça veut dire qu'on a d'abord commencé par avoir une nationalité pour avoir encore une autre. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends très bien. Il faut d'abord commencer par avoir une nationalité pour prétendre avoir cette double nationalité. Vous comprenez? Tout à fait. Être d'abord congolais. Et maintenant, vous pouvez peut-être avoir une autre nationalité. Mais c'est là. Mais le problème s'est toujours posé, pas à ce niveau-là. Mais le problème s'est toujours posé au niveau de la nationalité d'origine. Très bien. Pas la nationalité d'acquisition. La nationalité d'origine, c'est ce qui a toujours posé problème dans ces pays ici. Parce que même dans l'imaginaire collectif, on estime que ça sous-entend qu'on n'a pas, Congolais d'origine, on n'a pas les mêmes privilèges. C'est celui. On n'a pas les mêmes privilèges, qu'on soit Congolais d'origine ou qu'on soit Congolais naturalisé. On n'a pas les mêmes privilèges. Dans votre entendement. Si je comprends bien. Non. Je ne sais pas si, vous comprenez. Je veux dire ceci. La naturalisation a des conditions qui sont prévues par la loi. Pour avoir la naturalisation, je pense qu'il y a des conditions qui sont prévues par la loi. Pour acquérir la nationalité, l'acquisition de la nationalité congolaise par la naturalisation. Parce qu'il y a plusieurs façons d'acquérir la nationalité congolaise. D'abord par acquisition, vous avez la nationalité par option, par adoption, ma question est la que vous pouvez acquérir, ou bien par la résidence ou... Juste dans une minute, ma question est la suivante. Oui. Par la naissance et la résidence. Si on ouvrait cette brèche-là, que tout le monde peut devenir congolais, ça voudra dire, puisque la question de la nationalité d'origine, c'est là que se pose le problème, comme vous l'avez dit. Ça voudra dire que celui qui acquiert la nationalité congolaise et qui en même temps, par exemple, belge ou français, n'aura pas les mêmes droits que celui qui est congolais d'origine. N'aura pas les mêmes droits. Totalement. D'abord, ils sont limités. Parce que si vous voyez bien parmi les conditions pour devenir président de la République, c'est lui qui peut devenir... Il faut être un Congolais d'abord d'origine pour être président de la République. Ça, c'est la loi actuelle. Non, c'est la loi actuelle. Je crois que c'est écrit même expressis verbis dans notre Constitution. Il faut être Congolais d'origine. Maintenant, les débats se trouvent au niveau de comment quand est-ce qu'on est Congolais d'origine. C'est pourquoi je vous ai dit, on est Congolais d'origine par appartenance en fonction de notre constitution, qui parle d'appartenir au groupe ethnique, vous comprenez? Et je vous ai dit par filiation et par présomption de la loi. Par présomption de la loi, c'est-à-dire un enfant dont les parents sont inconnus, qu'on retrouve sur la République, ou bien un enfant qui est né des parents qui sont apatrides. Vous comprenez? Merci. À ce moment-là, donc les débats se trouvent, à mon humble avis, au niveau de l'origine. Ce n'est pas la double nationalité qui pose problème. Merci beaucoup. Parce que la double nationalité va poser problème au moment où on pourra, par exemple, pour résoudre le problème de la double nationalité, c'est si on élague cette disposition qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est juste ça. Si on élague là, on ouvre la voie à quelqu'un qui peut avoir multiples nationalités ou double nationalité. Ça dépend de ce qu'on va prévoir, soit double, soit multiple. Merci beaucoup. Ça dépend. Merci beaucoup. Je crois que je vais revenir sur cette question également. Maître Bamanaï, quels sont, parce que vous avez été ouvert, franc, sans embâche, vous êtes contre qu'on ouvre cette question de double nationalité. Quels sont les désavantages visibles, selon vous, d'où la double nationalité qu'un Congolais obtiendrait? Merci beaucoup. J'ai encore, lors du deuxième tour de table, suivi les interventions de mes deux co-débatteurs, mais je m'appesantis beaucoup plus sur le propos de mon confrère Gamakolo Thomas. Je vais dire à Thomas que nous ne devons pas faire l'amalgame. Nous ne devons pas
comparer l'incomparable. Premièrement, il s'agit de deux grandes lignes sur ce qu'on appelle la nationalité congolaise. Nous parlons ici de la nationalité d'origine et la nationalité par acquisition. Même si la loi entre dans les détails, la petite naturalisation, la grande naturalisation, le ius soli, le ius sanguinis, mais restons sur les deux grandes lignes, la nationalité congolaise d'origine et la nationalité par acquisition. Je vous donne l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, moi j'ai des cousins qui sont devenus des citoyens américains, mais qui sont frappés de beaucoup d'incapacités. Ils ne peuvent pas postuler, ils ne peuvent pas être présidents, ils ne peuvent pas être... Vous comprenez? Je vous donne même l'exemple d'Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de, je crois, Californie ou quelque chose. Ancien, oui. Il avait postulé, on lui a dit non, toi tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas un Américain d'origine. Je descends ici. Un pays voisin de chez nous ici, dont le président a eu à faire des enfants avec une Congolaise de chez nous. Le président là étant, je ne sais pas, pour des raisons qui lui sont propres, il a voulu passer la main ou passer les flambeaux à son fils. C'est de sa tribu lui ont dit, ton fils là ne peut jamais nous diriger parce qu'il a un sang, comme ils aiment bien nous appeler, zaïrois. Il a un sang zaïrois. Si aujourd'hui il y a un problème entre nous et les zaïrois, il va beaucoup plus pencher du côté de sa mère. Je ne cite pas les pays. Pas plus loin qu'au Gabon, Jean Ping, qui est un Gabonais, à qui on a imputé la nationalité chinoise, on a dit non, 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 toi si tu oses devenir président ici, donc c'est une porte ouverte aux Chinois. Mais cependant, c'est un citoyen gabonais. Mais, vous savez, entre la théorie que nous sommes en train de développer ici, oui, et la réalité sur le terrain, de ce que nous sommes ou nous voulons favoriser. Pardon, si je dépasse les minutes, puisque j'avais pris à 35, si je dépasse les minutes, laissez-moi terminer mon propos, c'est très important. J'entre maintenant dans la pratique. Vous demandez de dépasser le temps déjà d'avance. En tout cas, je vous le demande. Le Rwanda, d'abord, de par nos ethnies, l'existence de nos tribus, il n'y a jamais eu de tribus qui commencent par Banya. Nos tribus commencent toujours par Bakwa et tout ça là. C'est pour la première fois qu'il y a eu des tribus qui ont apparu chez nous qui commencent par Banya, les Banyamulenge. Cette appellation au Congo, ça n'a jamais existé. Alors, comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, il y a encore une autre tribu qui est en train de se créer. Là, nous montons vers le nord-est de la République démocratique du Congo, puisque je viens de là, j'étais là au mois de juillet. Il y a encore une tribu qui vient de voir les jours là-bas, les Banyabouisha. Et quand vous suivez les Banyamulenge et les Banyabouisha, ils tirent leur origine au Rwanda. Retourner. Oui, les Banyabouisha, c'est là-bas maintenant. Donc les mêmes Rwandais qui de l'autre côté c'était les Banyamulenge, maintenant ils sont en train de monter. Je préfère me limiter dans ce qu'on appelle la partie nord-est, donc dans l'ancienne province orientale. Pourquoi ces Rwandais là? Vous comprenez? Ils sont devenus maintenant des Banyabouisha. Ils adorent. Ce sont des réalités, ce ne sont pas des masolos qu'on m'a raconté, ce sont des réalités. Je venais de passer du 6 au 18 juillet, je venais de donner une formation paramilitaire là-bas dans le cadre de ce que je fais. J'étais parti avec un colonel, lui donnait ses techniques militaires, moi j'ai donné mes techniques juridiques. Vous comprenez? Et j'ai vécu des choses, j'ai compris des choses, j'ai pris connaissance de beaucoup de choses. Vous entendez parler de Mbororo. Les gens pensent que les Mbororo c'est une seule nationalité. D'abord, c'est un danger qui nous guette. Les Mbororo sont composés de combien de nationalités? Vous avez les Centrafricains, vous avez les Sud-Soudanais, vous avez les Nigériens, Nigériens, pas Nigériens. Vous avez les Libyens, vous avez les Tchadiens. Alors, ces gens, quand ils sont arrivés, Une minute, ouais. Avec l'esprit qu'ils sont venus faire paître leurs troupeaux, puisqu'ils se promènent avec des troupeaux dont le nombre, vous ne pouvez pas dénombrer. Ils ont tenté en Ituri. Là-bas, les Codeco les a chassés. Vous savez, ils sont venus s'installer où? Dans les bases où elle est. Dans les bases où elle est, ils ont eu l'entrée facile. Pourquoi? Parce que base où elle est à partir des territoires de Bondo, vous avez les peuples qu'on appelle des Andés, qui sont à Ango, qui sont sur Bondo. Les Azandés ou les Andés, si vous voulez bien,
C'est un peuple qui n'est pas seulement au Congo, ils sont au Sud-Soudan, ils sont aussi en Centrafrique. Donc, quand la majorité de ces peuples est arrivée, ils ont trouvé le leur, donc du répondant, avec les Andés du Congo. Et aujourd'hui, c'est des mariages. Aujourd'hui, c'est des mixtures de populations. Nous avons une population qui est en train de voir le jour, le Combo. Combo, ça veut dire quoi? Congolais Mbororo. Vous comprenez? Et une population qui sera un danger pour la République démocratique du Congo. Et pourquoi ils ont eu la facilité? Où est le danger à ce niveau-là? Laissez-moi évoluer. Vous voulez m'arracher mes minutes, je vais chuter. Donnez-moi même une minute. Chuter. Pourquoi je parle de ces dangers? Parce que les chefs de groupement ou les chefs de chefferie des Andes ont préféré donner l'accès facile à ces gens parce qu'ils sont tous des Andes, ils parlent le même langage. D'accord. Maintenant, le danger c'est quoi? Ils sont en train de se réunir pour demander qu'ils soient reconnus comme un peuple du Congo. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, pour demander leur autodétermination. Ça veut dire que les Andes de la République démocratique du Congo, les Andes de la République centrafricaine et les Andes du Sud-Soudan vont un jour s'élever pour dire que non, cette partie nous appartient. Nous demandons notre autonomie et ils deviennent une nation. Donc, ce sont des choses qu'il faut combattre. D'abord, Kagame l'a dit au Bénin, il a dit qu'il est venu au Congo pourquoi? Pour récupérer ses terres. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Merci. Alors, Gamakolo, voilà, je vous donne la parole. On est tous d'accord que la nationalité, certes, vous êtes pour, mais on ne peut pas tous avoir les mêmes droits. Ceux qui acquièrent la nationalité congolaise et ceux qui sont d'origine, on est peut-être tous congolais, mais on ne peut pas naturellement avoir tous les droits de la même manière. Ça, on est d'accord. Bon, le problème, c'est que même entre Congolais, il y a toujours quelques discriminations fondées sur la loi, sur les statuts. Je n'ai pas les mêmes droits qu'un député, par exemple. Vous comprenez? Pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Les droits fondamentaux. Même, je vous dis que les discriminations existent dans la loi. Discrimination positive. Positive. Positive, bien entendu. Même entre Congolais qui se dit Congolais d'origine, c'est-à-dire que moi et un député national, on n'a pas les mêmes avantages, on n'a pas les mêmes droits. Je n'ai pas les mêmes droits que les chefs de l'État. Je n'ai pas les mêmes droits. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que l'humanité, la différence entre les hommes, c'est quelque chose de consubstantiel à la nature. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y en aura jamais, même pas au ciel. Puisqu'il y a des archanges, il y a des anges, ils n'ont pas les mêmes droits. Vous comprenez? On peut établir ça en termes de loi. Le problème, c'est que si... On peut établir en termes de loi. Le problème de la double nationalité, pour revenir d'abord au problème de la double nationalité. En Amérique, le problème de la... tous les Américains n'ont pas les mêmes droits. Bien sûr. Allez-y. Bien sûr, parce qu'il a parlé d'Arnold Schwarzenegger, parce que heureusement qu'il a recadré, parce qu'il a dit qu'ils ne peuvent même pas être élus. Non. Si on est gouverneur, donc on a été élu aussi. Sauf qu'à certains degrés, on dit non, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas né aux États-Unis. Mais vous voyez là, les critères. Les critères sur base duquel est fixe la nationalité américaine d'origine. Et c'est un bon critère. Pourquoi? Parce qu'il ne se fonde pas sur des critères raciaux, ethniques, tribaux. Il m'a repris là-dessus, il a dit, mais ce sont ceux-là même qui étaient ostracisés, qui ont fait en sorte qu'on fixe des critères tribaux, même à Sun City. C'est une petite avancée parce que là, c'est seulement ethnique, pas ethno-territorial, comme c'était dans les temps. Donc, on a enlevé territorial. Donc, c'est simplement l'appartenance à une ethnie. Mais même ça... Mais territorial aussi, parce qu'on parle du groupe ethnique et d'une personne... appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués ce qu'est devenu bon. Les territoires. Les territoires. Libye, pas et. La loi elle a dit où les territoires, pas et les territoires. C'est-à-dire que le simple fait d'exister sur les territoires. Ici, c'est la nationalité. C'est et, pas où, c'est et. Disons, notre ami Bamanaï appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires. Si notre ami Bamanaï vous pouvez lire. L'article 10. Au moins, il a eu la présence d'esprit d'amener la Constitution. C'est dont je lui remercie parce qu'il a toujours été très prévenant. L'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Du 18 février. Oui. 2000. Et congolais d'origine. Voilà. C'est juste cet article 10. La nationalité congolaise
est une On et va exclusive. récupérer cette minute-là. Et elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, Ou d'acquisition. soit d'acquisition individuelle. On précise bien individuelle. Voilà. Et congolais d'origine. Toute personne appartenant aux groupes ethniques dont le personne et les territoires, Et les territoires. Vous voyez, dans les constitués, personnes et les territoires. ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, Voilà. à l'indépendance. Voilà. Voilà. Dans le personne et les territoires. Pas D'accord. où les territoires. On en C'est convient. ça. On en convient. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Ces critères ethno-territoriaux, c'est un mauvais critère. Pourquoi? Si il faut faire des délégués référenda, des lois nouvelles, il faut arrêter avec... On ne peut pas faire plus de 60 ans d'existence en ne parlant que d'une question, celle de la nationalité. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'on doit récupérer la population ou le patrimoine de la population historique qui était éparse. C'est-à-dire des tribus éparses. On ne peut pas. Parce que si nous insistons sur cette histoire de tunnel territorial, cela va causer quoi? Ça va faire qu'il y aura la partition du pays. Pour la simple et bonne raison que les Moulouba, moi je suis Moussakata, lui il est Moulouba, je ne sais pas lui il est quoi, l'autre il avait les Andes, l'autre il est je ne sais pas moi quoi. Notre territoire de Bassakata ne s'étendait pas jusqu'au Kasaï. L'erreur initiale, que j'appelle le péché initial des Congolais, c'est de penser qu'il y a eu un Congo des ancêtres. Parce que même dans notre hymne national, on dit dans un pays, dans béni, je ne sais pas moi quoi, des aïeux, parce que je ne connais pas, moi je suis né à la Zaïroise. Des aïeux. On n'est pas l'hymne national. Pas très bien. Parce que moi je suis né à l'époque de la Zaïroise. Alors, en réalité, nos ancêtres n'ont jamais eu un pays qui s'appelait République démocratique du Congo. La nationalité est une question qui coïncide avec la souveraineté d'abord des États. C'est premièrement. Et puis c'est une construction politique, sociopolitique, qui ne peut pas se fonder sur les ethnies, les tribus et les territoires. Pourquoi? C'est une erreur grave que la constitution actuelle a fait. Pour moi, c'est même ça. C'est toujours un germe de conflit. C'est conflictogène. Mais donc... Vous voyez comment est-ce qu'il parle? On n'a pas de bagnats. Chez nous, il n'y a jamais eu de bagnats. Il y a eu des bas quoi. Il y a des bagnats là-bas. Non, Voilà, Mais c'était pour résoudre même un problème. Il y a Le problème était... qui est attaché. C'était pour Moi, je résoudre voudrais un écouter problème. religieusement. Azan City. Chers- C'était pour résoudre un chers- problème, chers- justement. Chers co-débatteurs, ils ont Ok, mal merci. résolu le problème. Comment faut le Vous résoudre? comprenez? Parce que pour résoudre bien le problème, il faut recourir aux critères internationalement reconnus. Le lien d'attachement doit être le fait sang, d'être le né. sol. Le fait d'être né dans un territoire. Le fait d'avoir son principal domicile dans un territoire. Le fait... Donc tout celui qui vient au Congo, qui est né au Congo, tous les parents qui viennent au Congo, les femmes enceintes qui viennent au Congo. C'était ils ça mettent- la ils loi. mettent- Tu vois la loi, parce qu'il a dit seulement, mais il n'a pas cité. Je pensais qu'il va les citer. C'était ça. C'est comme ça qu'au début, on a défini la société congolaise. à l'époque, Cela a déjà existé en 1892. Il a donné un décret royal ici, mais n'a pas cité. Malheureusement, la loi telle qu'elle définissait la nationalité, c'était les lieux de naissance. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous... Parce que moi, je me dis ceci. Hein, nous sommes, c'est anachronique. C'est un débat anachronique. Comment ça? Nous sommes dans un monde qui s'ouvre. Pendant que les gens s'ouvrent, vous vous recoqueviez sur des critères tribaux, ethniques, Non, non, territoriaux. non, Et même les territoires, Non, même les non, territoires. non. Laissez-moi finir mon On idée, n'a pas s'il vous compris, plaît. on n'a pas Laissez-moi compris. laissez-moi finir mon idée. Peut-être qu'elle est peut-être exploitée, parce que moi, c'est de ne comprendre. Ok. En réalité, les critères ethno-tribaux, ce sont des replis sur soi. Ce sont des replis sur soi. Et c'est une forme de nationalisme que je regrette, qui consiste dans la haine de l'autre, dans l'exclusion de l'autre. En réalité, un pays haine. fort, La haine. un pays fort, un pays où l'autorité de l'État existe. D'accord. Il ne peut pas avoir peur d'agréger. Pourquoi? Parce que les gens qui s'agrègent seront automatiquement taillés à l'image des gens qui trouvent, parce qu'ils vont trouver qu'il y a une superstructure qui s'appelle l'État. On ne peut pas corriger les défaillances de l'État, l'absence de l'autorité de l'État, par des lois excluantes. C'est-à-dire que l'État doit rester faible, l'autorité de l'État doit rester faible. Et puis, bon, grâce à la faiblesse de l'autorité de l'État, mais on dit non, le Congo n'est pas encore prêt, il faut exclure les gens. Merci. Pour éviter les guerres, Merci pour beaucoup. éviter des conflits, il faut agréger Agréger les gens. à partir de quels critères les lieux de naissance
Parce que quelqu'un qui a des intérêts, qui a son bien. principal domicile ici, qui a des affaires ici, Merci. il va nécessairement aimer le pays parce qu'il ne voudra pas Le temps, que le le pays temps. où il vit ne soit pas en paix, sinon ses affaires vont péricliter. Très bien. Maître Freddy Mamba, la question, comme vous l'avez dit tantôt, la question qui va se poser selon vous, le débat se trouve plutôt au niveau de l'origine et non de la double C'est la voilà. double nationalité, là, il n'y a aucun C'est problème. là que se trouve. Pourquoi dites-vous ça? Je le dis pourquoi. Parce que tous les débats que nous avons l'habitude de faire dans ces pays autour de la nationalité et sur la nationalité tournent autour seulement de cette nationalité d'origine. Parce que s'il s'agissait de la double nationalité, on pouvait tout simplement exclure, comme je vous ai dit, la disposition qui prévoit que la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut pas être détenue concurremment avec une autre C'est nationalité. pour préserver l'origine. Dès qu'on élargue seulement C'est pour cette disposition, directement, nous allons facilement plonger dans ce que vous voulez, la double nationalité Non. ou multiple nationalité. Comment je veux? Bon, c'est que parce qu'il y a un débat, il y a des gens qui disent que quelqu'un peut détenir double nationalité, ce n'est pas un problème. Il y en a qui ont la coutume de donner l'exemple même de nos joueurs, nos binationaux, n'est-ce pas, qui ont justement l'amour du pays, mais tout en ayant une autre nationalité. Nous avons des compatriotes qui sont des Français, qui sont nés en France, et tout ça, qui ont même déjà acquis la nationalité française, mais qui viennent jouer pour l'équipe nationale. Vous comprenez? Là, c'est un autre débat. Pour aider ces compatriotes-là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour aider ces compatriotes-là, on va juste élaguer, comme je vous ai dit, la disposition qui parle de la nationalité congolaise, qui est une et exclusive. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que si on fait ça... Est-ce que c'est avantageux d'exclure cette disposition de la Constitution? Avantageux de faire Est-ce que c'est quoi? avantageux d'ouvrir cette question? De permettre aux gens d'avoir plus d'une nationalité? Oui, là, ça peut être aussi avantageux. C'est pas mauvais. Moi, je ne suis pas contre que nous puissions avoir multiples nationalités dans ce pays. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un puisse avoir multiples nationalités. C'est quoi l'avantage? Mais jusque-là, C'est quoi l'avantage? vous dites? C'est quoi l'avantage? Non, parce que l'avantage, c'est que vous pouvez avoir des Congolais qui sont allés à l'étranger, qui ont acquis une certaine expérience, qui ont partagé, n'est-ce pas, qui ont acquis une certaine expérience, qui ont un vécu qu'ils peuvent venir partager avec leurs compatriotes ici, en occupant notamment des postes, tout ça. On ne peut pas les interdire d'occuper des postes parce qu'ils ont double nationalité, vous comprenez? On va limiter Là, on va limiter. Au niveau Là, on va limiter. C'est pourquoi je vous dis, la nationalité d'acquisition, c'est pourquoi je vous dis, il faut limiter les débats de la double nationalité, l'accession à certains les débats postes de la nationalité. double nationalité ne se posent pas. Ça, c'est pas un problème. Le problème se situe au niveau de la nationalité d'origine. Vous là, comprenez? On doit déjà, comme vous dites que les problèmes ne se posent pas, vous êtes très favorable alors qu'on puisse lever ce verrou-là, qu'on le lève. Non, les verrous là au niveau de la nationalité, de l'unicité et l'exclusivité de la nationalité, pour moi, j'estime qu'on peut les lever. C'est pas un problème. Pour moi, j'estime que ces verrous là, on peut les lever, il n'y a aucun problème. Mais au niveau de la nationalité maintenant d'origine, vous comprenez? Là maintenant, là c'est autre chose. Là c'est un autre débat. C'est là que je dis que il y a eu déjà plusieurs débats qui se sont, parce que lui il a insisté ici sur le fait qu'on ne doit pas se baser sur des groupes ethniques, on ne doit pas... Bon, la loi, vous comprenez, la loi doit avoir toujours des critères qui peuvent... Ces liens-là de rattachement est toujours important. Nous allons nous baser sur quoi? Les lieux de naissance. Pour établir la nationalité. Parce que le lien de naissance est déjà pris en compte. Nous avons le ius sanguinis ici. Le droit du sang est reconnu par notre droit. Le droit du sang, c'est comme ça qu'on dit que vous pouvez naître soit d'une mère ou d'un père congolais, ou soit de deux parents qui soient congolais au même moment. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes né soit d'une mère congolaise, vous êtes congolais, soit vous êtes né d'un père congolais, vous êtes congolais, ou soit vous êtes né de deux, vous êtes congolais. C'est à ce moment-là, vous pouvez acquérir... Vous dites? C'est reconnu, mais pas comme nationalité d'origine. C'est la nationalité d'origine par filiation. Ça, c'est la nationalité d'origine par filiation. Ça, c'est pas lorsque vous êtes né d'un père ou d'une mère congolaise, ça c'est la nationalité congolaise. Mais ça c'est la filiation, c'est sanguinis, c'est pas les lieux de naissance. Vous comprenez? Oui. C'est le ius sanguinis. Parce que le ius sanguinis se trouve dans la nationalité d'origine et le ius sanguinis se retrouve aussi
et ne se retrouvent pas dans la nationalité d'acquisition, mais il y a que les Ius sanguinis qui se retrouvent dans la nationalité d'origine. Mais les Ius solis peuvent se retrouver aussi dans la nationalité d'acquisition. Vous comprenez? Parce que là, on peut acquérir la nationalité par l'effet, n'est-ce pas, non, on peut acquérir la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence. Donc, les Ius sanguinis et les Ius solis, ces deux moyens-là de la détermination de la nationalité congolaise valent autant pour la nationalité d'acquisition que pour la nationalité d'origine. Ça vaut autant pour les deux nationalités. Ça peut se déterminer aussi par les Ius solis ou bien les Ius. Parce que les Ius. En une minute. Il faut expliquer pour que les gens comprennent. Les Ius sanguinis, ça accorde la nationalité à une personne. Et ça accorde à une personne la nationalité de ses auteurs. Vous comprenez? Ça fait être de parents. Et les Ius solis, vous comprenez, permet d'acquérir la nationalité d'un pays par la naissance sur son territoire. Vous comprenez? Ça, c'est ça, les Ius solis. Vous comprenez? Et donc, ces deux moyens qui nous permettent de déterminer la nationalité sont pris en compte même par notre loi. C'est comme ça que je dis que quand il dit non, lui, il est seulement pour le Ius sanguinis, mais même pour le Ius solis, tout est pris en compte dans la loi actuelle. La question qu'a évoquée M. Bamanaï sur comment dire, les populations qui ont acquis la nationalité de façon collective. Est-ce qu'il y a un danger pour ça? Bon, pour les personnes qui ont acquis, avec les problèmes que nous connaissons dans ces pays, il se pose un problème, justement. Pour finir, oui. Parce qu'avec l'expérience que nous avons de certains compatriotes qui ont tendance à vouloir se rattacher seulement aux pays voisins, d'avoir des attaches, plus des attaches avec les pays voisins que notre pays, c'est là que nous disons qu'il faut en tout cas réfléchir. Il faut vraiment réfléchir avant d'octroyer de façon collective la nationalité congolaise. La preuve est que vous avez une catégorie de personnes qui ont vraiment milité à ce qu'on puisse introduire la notion, je l'ai insisté ici, qu'on puisse introduire la notion de la nationalité d'origine par appartenance. Pour montrer que nous faisons partie des groupes ethniques qui ont existé, qui ont préexisté à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous étions déjà ici en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, c'est là la difficulté. Donc, nous avons un mauvais vécu par rapport à cela, avec les guerres qui nous ont imposées dans la partie orientale de notre pays. C'est là que nous disons que cette notion-là pose un peu problème. La nationalité par appartenance. La nationalité d'origine par appartenance. Étant donné que, considérant que la question de la nationalité est une question de construction collective, vous comprenez qu'il y a des personnes qui sont mises ensemble, qui ont construit ce qui est aujourd'hui le Congo. Et que le Congo est, comme l'a dit l'un de vos co-débatteurs, M. Bamangamakoul, que le Congo n'est pas un don des ancêtres, n'est pas un don des aïeux, que c'est par les efforts mis ensemble, par l'histoire que nous avons aujourd'hui, ce qu'on considère comme patrimoine commun, le Congo. Ne serait-il pas important, puisque nous l'avons tous acquis, que nous ne l'avons pas eu par notre naissance, nous l'avons acquis par une construction collective, par l'histoire, ne serait-il pas important de permettre aussi aux autres de venir construire avec nous ce que nous avons acquis grâce aux événements historiques? Merci beaucoup, Dan. Je pense que tous les États du monde ou tous les pays du monde ont au moins une constitution en dehors d'une monarchie qu'on appelle la Grande-Bretagne, qui, elle, ne pose ses actes que sur ce qu'on appelle les us et coutumes. Ici, je pense que la notion de la nationalité renvoie à une matière ou à un cours que nous avons tous eu ici en premier graduat de partout où nous sommes passés, avec droit civil des personnes, si vous voulez bien. Et avec moi, c'était avec le professeur Bompa Kankei, d'ailleurs qui enseignait très bien ce cours. Je ne sais pas s'il a déjà obtenu son éméritat. Non, non. Il n'est pas décédé. Il est en vie. Il est en vie. Quand je parle d'éméritat, c'est qu'il est parti. Il ne peut plus enseigner ce qui concerne le poids de l'âge. Je me pose cette question-là. Je ne sais pas si tel est le cas. Alors, ces professeurs, dans sa transmission de cette matière était tellement lucide qu'il faut être l'idiot des derniers rangs
Donc un ignorant j'irai être ignorant ou condamné à être ignorant pour ne pas comprendre ce qu'il était en train de donner comme enseignement. Nous avons tous gravité autour de 2 points saillants. D'abord, la question principale, c'est sur la double nationalité ou plurinationalité, si vous voulez bien. Voilà. Mais moi, je reviens sur les 2 points ici. Des options, il y a la nationalité d'origine et la nationalité par acquisition ou d'acquisition. Nous, les Congos ne ferment pas la porte aux autres qui ne sont pas d'origine congolaise, donc les étrangers, de venir acquérir la nationalité congolaise. Mais seulement, les Congos posent comme condition. Allez-y, allez-y. Hein? Allez-y. Le Congo pose comme condition que lorsque vous avez acquis, lorsque vous avez accepté d'avoir la nationalité congolaise, les autres nationalités tombent automatiquement. C'est là où l'article 10 dit la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Elle ne peut se détenir en concurrence avec aucune autre. Vous comprenez? Donc, dès que vous devenez congolais, considérez que toutes vos autres nationalités tombent selon l'esprit même du législateur, l'esprit de la Constitution même. Donc, on ne peut pas être binationaux ou pluri ou multinationaux. National, si vous voulez bien. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. En ce qui concerne ceux qui sont devenus congolais par acquisition. Donc, on ne les interdit pas de devenir congolais. Mais lorsqu'ils sont congolais, la première des choses, ils renoncent. Donc, ça tombe automatiquement d'autres nationalités. Et cependant, ils peuvent exercer pas mal certaines activités dans notre pays. Mais seulement, il y a une barrière pour le poste de commandement. Certains postes de commandement qui sont bien détaillés. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième option qui est là, ou le deuxième élément, ou le deuxième point qui est la nationalité congolaise d'origine. La nationalité congolaise d'origine, c'est ce que notre compatriote a appelé des pères et des mères. Vous comprenez? Donc, non seulement vous passez par les ius sanguinis ou les ius soli, puisque même en ce qui concerne les ius soli, le droit d'acquisition de la nationalité par le sol. Mais ne voyez pas seulement quelqu'un qui est né, je ne sais pas, le Mankoulou, Mboujima ou même les bâtiments Bata Pavillon de la RDC, je parle des navires, les bateaux. Vous êtes un étranger, votre enfant, vous accouchez, une étrangère, vous accouchez dans les bateaux. L'enfant a la nationalité congolaise, puisque même si le bateau avait accosté au port d'Anvers, mais l'enfant est né dedans, c'est un citoyen congolais par le Souli. Les aéronefs qui volent l'ambassade en plein vol, en France. En plein vol, l'avion est en train de voler. Voilà. Je ne sais pas, une Française donne naissance dans un aéronef congolais. Cet enfant, c'est un citoyen congolais par le Youssou. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Je n'ai pas encore fini. Toi, tu es en train de me couper, mais je vais chuter en disant que, tu sais, ce sont des matières qui sont tellement vastes. Le temps que tu nous donnes ne nous permet pas de nous étaler longuement là-dessus. Mais je voulais ici regretter quelque chose qui est revenu 2 fois dans les chefs de notre co-débatteur d'en face. Il a répété mot à mot les phrases qui ont été plusieurs fois répétées avec des menaces par celui qu'on appelle Moïse Nyarugabou, qui nous menaçait. Il disait, si vous ne voulez pas qu'on puisse devenir des Congolais, vous ne voulez pas qu'on puisse vivre comme des hommes ensemble, nous allons mourir comme des bêtes. Donc vous ne voulez pas nous accepter. Il nous menaçait. Alors lui, il est en train de revenir en disant, cette histoire de nationalité, si on y va, le Congo sera émietté. Le Congo ne sera jamais émietté. Merci. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Tout d'abord, je vais dire dernier tour de parole. Oui, je vais dire ceci. À Maître Baban. Non, comment ça? 2 minutes 30, c'est pour finir. On fait le dernier. Non, là, je dois réagir. À Maître Baban avait dit quelque chose de très grave. Oui. D'abord, vous m'associez à Nyarugabo, je ne sais même pas. Non, j'ai dit, vous empruntez les mêmes paroles. Je ne dis pas que je vous associe à... Non, oui, vous l'avez cité. C'est vous qui avez pris la liberté de le citer. Laissez-moi réagir. Tout d'abord, je ne sais pas ce que lui il a dit. Moi, je suis en train de faire une analyse objective selon ce que moi je pense. Je ne parle pas à partir de quelqu'un. Déjà, il faut élaguer cela de votre esprit. Et puis, je suis congolais comme vous. À vous entendant parler, c'est comme si vous vous croyez plus congolais que moi. Que moi, je pense... Non, laissez-moi finir. Je dis bien comme si
comme si moi je voudrais que le Congo soit émietté. Ce n'est pas parce que je tire l'alarme que nous devons faire attention avec cette question de nationalité qui est explosive. Il n'y a pas que moi qui me préoccupe des questions de nationalité. Même la communauté internationale s'en préoccupe. Les Nations Unies s'en préoccupent. C'est pourquoi d'ailleurs, le droit à la nationalité d'origine, l'ONU l'a fixé comme un droit fondamental. C'est dans l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a voulu combattre la patridie. Il y a une convention de 1961 qui combat la patridie. Parce que la nationalité d'origine vient normalement, d'après les critères des Nations Unies, de la succession des États. En principe, nous ne devions pas faire de la nationalité d'origine un problème d'ethnie. Et quand vous dites de père et de mère, c'est même vague, on ne sait pas de quoi vous voulez parler. Ça devait être un problème de succession d'État. Lorsqu'un État succède à un autre, il prend le patrimoine humain qu'il trouve. Point barre. C'est ce qui se dit ici, que toute personne, quand vous combinez par exemple l'article 1er, 4, 5, 7 du projet des articles de la Commission internationale des droits de la Commission des droits internationaux, de la Commission des droits internationaux des Nations Unies, qui fait des projets pour définir la nationalité d'origine, qui n'est pas encore définie vraiment en droit. Mais ils font des propositions, ils disent que toute personne physique qui, à la date de la succession d'État, possédait la nationalité de l'État prédécesseur, quel qu'ait été le mode d'acquisition de cette nationalité, a droit à la nationalité d'au moins d'un État concerné, conformément au présent article 1er. C'est pour dire tout simplement ceci. Une minute, ouais. Il faut arrêter ces incantations de penser que nos ancêtres nous ont donné, le fait même de faire la traçabilité de la nationalité en partant des ancêtres, des aïeux, c'est une erreur fondamentale. Et c'est là vous allez voir que Nyarugabo ne le dit pas, ni même notre constitution. Parce qu'il m'a reproché pour dire, mais même ceux-là, ils ont parlé de l'ethnie. Je vous ai dit que c'était une erreur. C'était une erreur. On ne peut pas faire la traçabilité de la nationalité par rapport à la tribu, par rapport à l'ethnie. On doit tenir compte des liens, des sentiments et de la solidarité effective d'existence. Les sentiments d'intérêt que quelqu'un a vis-à-vis du pays. Très bien. Et c'est ce qui compte, l'affectio societatis. Si quelqu'un est attaché, il a ses feelings, parce qu'il est né au Congo, ou parce qu'il a un domicile au Congo, parce qu'il est né d'un père qui, lui, descend des parents qui avaient déjà cette nationalité avant lui. Vous ne pouvez pas lui dire, vous n'êtes pas de telle ethnie, où est votre chef coutumier, où est votre village, où c'est tout votre territoire, pour l'exclure. Et c'est cela qui cause ces guerres. Et c'est quand on le dit, on dit que c'est dangereux, ce n'est pas dire qu'on veut. Merci. Dire que quelque chose est dangereux, c'est pour l'éviter. Merci beaucoup. Voilà. Rapidement, 2 minutes aussi, pardon. On doit libérer le plateau. Alors, recommandations, propositions. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui importe, n'est-ce pas, c'est que il ne faudra pas que la problématique de la nationalité soit forcément la jauge à l'aune de laquelle on peut mesurer, n'est-ce pas, l'attachement de quelqu'un à son pays. Vous comprenez? Il ne faudra pas que nous puissions insister sur ça parce que ça va plus nous diviser. Ça, c'est mon point de vue. Vous comprenez? Ça va plus nous diviser. Mais ce qui est plus important pour l'instant, c'est lorsque on a la nationalité congolaise, qu'on puisse aimer notre pays. Parce que notre pays est en train de souffrir, de traverser des situations très difficiles. Et c'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a plus de susceptibilité lorsqu'on constate qu'il y a certains Congolais, lorsqu'il y a aussi certains Congolais qui commencent à se sentir un peu trop marginalisés par rapport à d'autres Congolais aussi, trop se victimiser, c'est pas aussi une bonne chose. C'est pas aussi une bonne chose. Ce n'est pas en se victimisant qu'on va aussi faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Parce que mon cher ami, si tu es Congolais, tu n'as pas besoin de l'éclaironner sur le toit. Tu n'as pas besoin de l'éclaironner sur le toit. Nous avons les lois qui sont là, qui sont établies. Nous allons suivre ce que les lois disent. Et voilà quoi. Nous avons notre constitution. Et notre constitution est fruit, n'est-ce pas, comme je le dis ici, de plusieurs belligérances et tous les problèmes. C'était pour résoudre tous les problèmes que nous avons connus, notamment cette problématique de la nationalité. Je pense qu'il faut éviter encore d'en faire trop. Il faut éviter encore d'en faire des trop. Ce qui est là, respectons seulement la Constitution. Respectons notre Constitution. Mais au sujet de la double nationalité, j'ai dit je ne suis pas contre. La double nationalité, là, je ne suis pas contre. Donc, on peut élaguer cette disposition
pour permettre aux autres compatriotes congolais, des enfants qui ont déjà acquis la nationalité, d'autres nationalités, d'avoir aussi la nationalité congolaise, ou bien des Congolais qui ont eu d'autres nationalités pour le besoin de la cause. Très bien. Parce qu'il y a des Congolais qui sont allés à l'étranger, compte tenu des difficultés qu'ils ont rencontrées là-bas, ils ont été à un certain moment obligés d'avoir une sorte de nationalité. Nous connaissons les problèmes que nous avons dans nos pays. Ceux-là, ils ont aussi droit à venir exercer dans leur pays. C'est leur pays. Où est le problème? Proposition pour finir. Si il faut parler en termes de la nationalité, pour moi, cette disposition doit être reconduite, mais aussi améliorée. Vous savez, l'article 10 de la Constitution, de notre actuelle Constitution, donc de la Constitution de la République démocratique du Congo, n'a pas été tiré ailleurs. C'est dans l'ancienne Constitution même de la République d'Isaïr. Mais la République d'Isaïr parlait même des pères et des mères, des parents, de deux parents. Vous comprenez? Ici, on a juste disséqué, on a juste enlevé certaines choses qu'on a mis de côté pour essayer, puisque c'est vrai que cette constitution que nous avons, c'est une constitution de belligérants de Sun City. Et les belligérants voulaient aussi qu'ils soient protégés. Et cette constitution a été édictée par l'Union européenne sous la conduite de la Belgique. Donc ici, nous devons savoir que chaque pays, chaque État est appelé à se protéger. Donc la Constitution telle qu'elle est, surtout, cette disposition doit être enrichie, pas être abolie ou bien retirée. Donc moi, sur cette disposition de la Constitution, moi, je me prononce pour les rétentionnistes et non les abolitionnistes. D'accord. Vous comprenez? Donc, la nation est sacrée. Et allez-y. J'étais en Allemagne vers les années 2005. J'étais avec un Congolais, un compatriote congolais, qui lui s'est naturalisé, comment on appelle ça, allemand. Et il m'a amené, nous étions en train de parler avec les Allemands. Moi, je ne parle pas les d'autres, je connais juste quelques éléments et tout ça, quelques salutations et tout ça. Et il s'est hasardé, il était 16h, nous étions assis dans ce qu'on appelle Kid Garden, donc les jardins d'enfants. On était assis là. Et il s'est hasardé avec les Allemands qui étaient là. Il a dit en allemand, il a dit aux Allemands que moi, l'Allemagne, c'est ma Vaterland. Vaterland, ça veut dire la terre de mes ancêtres. Mais les Allemands, bien qu'ils étaient amis, n'ont pas hésité à le reprendre directement. Il dit non, non. Toi, ça, c'est pas le pays de tes ancêtres. Toi, tes ancêtres, c'est en Afrique, c'est pas ici. Vous comprenez comment les autres protègent leur pays. Les Allemands sont des racistes. Ils lui reconnaissent au moins cette qualité-là d'être citoyen allemand, mais de ne pas dire que l'Allemagne est le pays de ses ancêtres, puisqu'il n'a pas des ancêtres là-bas. C'est de la même façon que nous voulons que tous les étrangers qui viennent ici, nous les acceptons comme Congolais, mais ce n'est pas le pays de leurs ancêtres. Très bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. Nous espérons que vous l'avez aimé. Nous allons vous dire au revoir. On va se retrouver demain. Merci messieurs pour la qualité de ce débat. C'est vrai que la matière est abondante. On n'a pas su épuiser tout ce que nous avions prévu. Mais ça n'est pas fini. C'est tout un chapitre. C'est tout un chapitre. Le premier graduat des droits. Les droits civils et personnes. Vraiment. Je crois qu'on aura... Tout à fait. On aura certainement... D'accord. Merci beaucoup. Donc, raciste, c'est pas bon. On aura certainement une seconde émission. Il faut s'ouvrir. Dieu permettant. La mondialisation. Avec le même casting. Espérons-le. Portez-vous bien. Et donc, à demain.